Les lumières de l'auditorium se sont éteintes et le silence s'est abattu sur la foule de près de 40 000 personnes. Un seul projecteur traversa l'obscurité et se posa sur Billie Eilish alors qu'elle s'approchait du micro. Ses cheveux étaient teints d'une teinte délavée de vert électrique, son sweat à capuche surdimensionné et effiloché sur les bords. Le battement commença doucement, pulsant comme un battement de cœur, puis sa voix retentit, non pas en mélodie, mais en paroles. « Ce n'est pas seulement un concert », a-t-elle déclaré. « C'est de la résistance. C'est pour chaque jeune réduit au silence, pour chaque manifestant emmené. Nous vous voyons. Et nous ne nous tairons pas. » La foule a éclaté. Les téléphones s'allumaient comme des lucioles dans l'obscurité. Le lendemain matin, le clip était devenu viral, partagé par des militants, des artistes, des étudiants et même des politiciens. Mais tout le monde n'a pas applaudi. Le troisième matin, Billie a reçu une convocation officielle. Le département de la sécurité intérieure, en collaboration avec les procureurs fédéraux, l'a accusée de sédition publique et d'incitation à des troubles sous couvert d'expression artistique. Bien que de nature symbolique, le procès a fait les gros titres. Une pop star mondiale traînée devant les tribunaux par le gouvernement américain? C'était un cirque qui attendait de se produire. Son équipe juridique l'a exhorté à les laisser s'occuper de tout. Mais Billie a refusé. « S'ils veulent que je me taise, dit-elle, ils devront d'abord m'entendre. » Le premier jour, la salle d'audience était remplie au-delà de sa capacité. Des journalistes, des juristes, des jeunes militants, tous entassés sur les bancs. La juge qui préside, la juge en chef Maureen Caldwell, connue pour son attitude pragmatique et ses décisions antérieures contre l'activisme des célébrités. Billie est entrée dans la salle d'audience sans maquillage, vêtue d'une simple tenue noire. Pas d'entourage. Pas de théâtralité. Juste de la présence. L'huissier rappela la salle à l'ordre. Les caméras étaient interdites, mais à l'extérieur, une marée de jeunes scandait ces paroles sur les marches du palais de justice. « Je suis le méchant, pouvait-on lire sur une banderole, barrée et remplacée par « Je suis la fille bruyante ». Écoutez. Le juge Caldwell a regardé Billie avec le genre de scepticisme réservé à ceux qui osaient mélanger la culture et la confrontation. « Madame Eilish, commença-t-elle, comprenez-vous la gravité des accusations portées contre vous ?» Billie hocha la tête calmement. « Je comprends que je sois punie pour avoir dit des choses que certaines personnes ne veulent pas entendre. » Un bruissement de murmures a résonné dans la salle d'audience. L'accusation a dépeint Billie comme une icône téméraire avec trop d'influence. Sa musique, disait-il, masquait des appels insidieux à l'action. Ils ont présenté des preuves, ses paroles, ses publications sur les réseaux sociaux, ses discours lors de rassemblements. Ils ont montré des images de manifestations qui auraient éclaté après ses concerts. Mais Billie n'a jamais détourné le regard. Elle regardait chaque vidéo, chaque commentaire, comme si elle les mémorisait. Pas avec peur, mais avec intention. Lorsque le juge s'est retiré pour la journée, Billie est sortie vers un mur de flash. Mais elle n'a pas parlé aux journalistes. Ce soir-là, dans sa chambre d'hôtel, elle a écrit. Pas des chansons, mais des déclarations. L'art a toujours été un miroir, a-t-elle griffonné dans un carnet de cuir. Mais peut-être que cette fois, c'est aussi un marteau. Elle regarda par la fenêtre la file de personnes qui campaient toujours à l'extérieur. Certains tenaient des pancartes. D'autres se sont simplement assis en solidarité silencieuse. Il ne s'agissait plus seulement d'elle. C'était une question de voix. Et Billie Eilish ne faisait que commencer. Le deuxième jour a commencé sous un ciel gris, comme si même la météo sentait le poids de ce qui allait se dérouler. À l'intérieur de la salle d'audience, l'atmosphère était chargée. La juge Caldwell s'est assise avec une précision mécanique, les lunettes perchées sur son nez. Billie s'est assise tranquillement à côté de son conseiller juridique commis d'office, pas un avocat inscrit au dossier, juste quelqu'un désigné pour aider aux procédures depuis qu'elle avait renoncé à un avocat formel. Le procureur Victor Langlais se lève. Avocat chevronné du gouvernement à la fin de la cinquantaine, Langlais était connu pour sa présence imposante et son efficacité impitoyable. Il ajusta sa cravate, lissa ses notes, puis s'approcha du banc. « Votre honneur, commença-t-il, il ne s'agit pas ici d'un artiste scruté, mais d'un mouvement déguisé en musique. Madame Eilish, par sa célébrité et sa manipulation lyrique, a suscité la méfiance à l'égard des institutions gouvernementales et a directement alimenté des rassemblements illégaux. » Il se tourna vers Billie, la voix aiguë. Son programme n'est pas bénin. C'est un mégaphone. Et quand elle dit « brûlez le silence », les gens descendent dans la rue. Certains avec des panneaux. Certains avec des pierres. Halètement du public. Le juge jeta un regard d'avertissement. Langlais a filmé une vidéo, un extrait d'une récente manifestation où un groupe de jeunes a bloqué un convoi gouvernemental en scandant des vers d'une des chansons de Billie. En arrière-plan, sa voix retentissait depuis un haut-parleur portable.
nous avons fini de chuchoter. Les yeux de Billy se plissèrent. Elle se pencha légèrement en avant, observant attentivement. La liberté d'expression, a poursuivi l'anglais, a des limites. Et lorsque les mots provoquent l'action ou une action chaotique et illégale, ces mots deviennent des armes. Il a laissé l'expression flotter dans l'air. Billy se leva lentement. J'aimerais répondre. Le juge Caldwell a arqué un sourcil. Vous aurez votre chance, Madame Eilish. Pour l'instant, asseyez-vous. Mais Billy ne s'est pas assise. Votre honneur, ce n'est pas un procès criminel. C'est une performance. Pas la mienne, mais la sienne. La salle s'agita. Asseyez-vous, Madame Eilish, répéta Caldwell, d'une voix aiguë. Billy s'arrêta, puis s'exécuta. L'anglais reprit. Il a introduit un fil de discussion sur les réseaux sociaux postés par Billy 2 jours avant son concert controversé. Elle y avait écrit « Personne n'a le droit de faire taire le cri d'une génération. » Plus maintenant. L'anglais a pris la capture d'écran imprimée pour les faits. Un langage comme celui-ci sape la paix, a-t-il déclaré. Ça radicalise. Le juge a pris des notes sans expression. Puis vint un témoin. Un ancien spectateur du concert, à peine âgé de 18 ans, a pris la parole. Il a décrit s'être senti électrisé par les mots de Billy, comment sa voix lui a donné l'impression que le changement était possible et nécessaire. L'anglais a essayé de le faire passer pour de l'endoctrinement. Mais le garçon, tremblant mais sincère, ajouta quelque chose d'imprévu. Elle ne nous a pas dit quoi faire. Elle nous a rappelé que nous comptions. C'était assez. L'anglais soupira, visiblement agacé. Lorsque la cour s'est retirée pour le déjeuner, Billy s'est assise seule sur un banc dans le couloir. Une journaliste a tenté de s'approcher, mais elle lui a fait signe de s'éloigner. Dans sa main, elle tenait un petit morceau de papier plié. Un fan le lui avait tendu ce matin-là. On pouvait y lire. Ils avaient l'habitude de dire que les filles comme vous devraient se taire. Merci d'être bruyant. Billy sourit faiblement. À l'intérieur de la salle d'audience, l'anglais était confiant. Le public ne comprenait pas les subtilités de la sécurité nationale. Mais le tribunal l'a fait. Il gagnerait cela par la lettre de la loi, même s'il en perdait l'esprit. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est que Billy ne construisait pas une défense. Elle était en train de construire une révélation. Et quand elle se lèverait enfin pour parler, ce ne serait pas seulement sa voix qui résonnerait dans la salle d'audience. Ce serait celui d'une génération. Le 3e jour a commencé sans musique. Pas de foule, pas de chant. Juste un silence qui s'installait sur le palais de justice comme un brouillard. Billy est arrivé tôt, seul, encore une fois. Son équipe lui avait proposé de l'accompagner, de la protéger du chaos médiatique, mais elle a refusé. Les caméras ne lui ont pas fait peur. Le silence l'a fait. À l'intérieur de la salle d'audience, le procureur attendait déjà, ses dossiers rangés dans un ordre militant. La juge Caldwell entra quelques minutes plus tard, son expression étant illisible comme toujours. Elle s'assit, frappa une fois du marteau et donna le signal de commencer la journée. L'anglais n'a pas perdu de temps. Votre honneur, dit-il en se levant, je propose de présenter une nouvelle série de pièces à conviction ou des transcriptions des récentes interviews de Madame Eilish dans des podcasts où elle exprime un mépris direct pour l'administration actuelle et remet en question la légitimité de la surveillance fédérale de la liberté d'expression. Caldwell hocha la tête. Continuez. Les enregistrements ont commencé à jouer. La voix de Billy résonna dans la pièce, non pas en colère, ni agressive, mais pointue. Il ne s'agit pas de haïr le système, avait-elle déclaré dans un clip. Il s'agit d'exiger que le système évolue. C'est cassé. Nous le ressentons tous les jours. L'anglais a interrompu l'audio. C'est une célébrité avec plus de 150 millions d'abonnés, a-t-il déclaré. Ces mots atteignent des nations, pas seulement des femmes. Et avec ce genre de pouvoir vient la responsabilité ou la responsabilité légale. Il se tourna vers le juge. Nous n'essayons pas de censurer un artiste. Nous essayons d'empêcher un effondrement de la confiance du public. La salle d'audience était silencieuse. Caldwell ajusta ses lunettes. Et pourtant, l'anglais, j'attends toujours des preuves que les mots seuls atteignent le seuil de la sédition. Le procureur se crispa. Le contexte, votre honneur. Ces mots sont l'étincelle. Les protestations, la défiance, c'est le feu. Billy se leva. Alors peut-être, dit-elle doucement, c'est le feu qu'il faut comprendre. Des halètements se sont propagés dans la pièce. Le juge la regardait fixement. Madame Eilish, vous n'avez pas le droit de parler à tour de rôle. Mais Billy ne s'est pas assise. Elle s'est dirigée lentement vers l'avant de la salle d'audience et a déposé un seul livre sur la table d'épreuve, la Constitution des États-Unis. J'aimerais y participer comme ma seule exposition, a-t-elle déclaré. La pièce tomba dans un silence complet. Caldwell regarda par-dessus ses lunettes, intrigué.
Expliquez. Billy se retourna pour faire face à tout le monde. Vous n'arrêtez pas de demander si mes paroles ont causé quelque chose d'illégal. Mais l'un d'entre vous s'est-il demandé si ce qui se passe à l'extérieur de cette salle d'audience est légal? Avez-vous lu le premier amendement? Je veux dire, pas l'interpréter, mais le lire réellement? Elle ouvrit le livre. Le Congrès ne fera aucune loi restreignant la liberté d'expression, a-t-elle lu à haute voix. Il ne dit pas, sauf quand cela met les gens mal à l'aise. Il ne dit pas, à moins que l'orateur ne soit célèbre. L'Anglais l'interrompit. Ce n'est pas un cours d'éducation civique, Madame Elish? Non, dit-elle, plus fort maintenant. C'est une salle d'audience. Et je suis jugée pour avoir exprimé ce que des milliers de personnes ont trop peur de dire. La juge a levé la main. C'est assez. Mais Billy n'avait pas fini. Je n'ai pas commencé une guerre, a-t-elle dit. J'ai entamé une conversation. Si c'est un crime, alors la Constitution est coupable aussi. Dead silence. Même l'Anglais n'avait rien à ajouter. La juge s'est assise dans son fauteuil, les doigts serrés, les yeux fixés sur Billy comme si elle la voyait pour la première fois non pas comme une pop star, mais comme quelque chose de complètement différent. La pièce s'est retirée pour la journée. Personne n'a bougé pendant plusieurs secondes après que le marteau a frappé. Dehors, les rues étaient plus remplies que jamais. Mais personne ne criait. Ils étaient juste, attentes. En attendant le mot suivant. Le 4e jour, le palais de justice s'était transformé en un monument de reconnaissance publique. Les trottoirs étaient inondés d'affiches manuscrites, certaines recouvertes de plastique pour se protéger de la bruine qui avait commencé pendant la nuit. Le silence est une phrase, pouvait-on lire sur l'un d'eux. Un autre a simplement dit « Parle, Billy ». À l'intérieur, les portes de la salle d'audience s'ouvrirent en grinçant. Billy entra doucement, vêtue de la même tenue noire qu'auparavant. C'était intentionnel ou elle voulait être considérée comme constante, ancrée, immuable. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Dans sa main se trouvait une lettre. Une enveloppe d'une page avec un sceau officiel du gouvernement. Elle l'avait reçue la veille, glissée sous la porte de sa chambre d'hôtel par un courrier anonyme. Lorsque le juge est entré et que le tribunal a été rappelé à l'ordre, Billy est restée debout. Elle s'approcha du banc. « Votre honneur, avant de commencer, je demande respectueusement à ce que cette lettre soit consignée au compte-rendu. » Le juge Caldwell a levé un sourcil mais a fait signe à l'huissier de le récupérer. Elle le lut en silence. Ses yeux parcouraient la page une fois, puis à nouveau, plus lentement cette fois. Elle chuchota quelque chose à son employé, puis s'éclaircit la gorge. « C'est inattendu, murmura-t-elle. Conseiller l'Anglais, avez-vous vu cela? » L'Anglais s'approcha, prit le document et fronça les sourcils. La signature en bas lui fit frémir les yeux, elle venait d'un juge fédéral à la retraite, l'un des auteurs originaux du Patriot Speech Limitation Act. Et c'était des excuses. La lettre avouait que la loi utilisée pour accuser Billy n'avait jamais été destinée à être appliquée au discours artistique. Il a admis que le langage était vague, utilisable comme arme, ce qui est le plus accablant, que le cas de Billy était précisément le genre d'abus que l'auteur avait craint. Balbutia l'Anglais. Votre honneur, ceci, ce n'est pas admissible. Cela ne fait pas partie des preuves originales. Cela pourrait être fabriqué? Mais Caldwell l'interrompit. M. L'Anglais, l'auteur de cette lettre est un ancien collègue. Son identité n'est pas en question. Elle se retourna vers Billy. Avez-vous contacté cet individu? Billy secoua la tête. Non, madame. Je pense qu'il écoutait. Il y eut un moment de pause haletante. Puis, pour la première fois, le juge s'est penché en arrière, non pas par autorité, mais par quelque chose qui ressemblait presque à une réflexion. Je permettrai que cette lettre soit consignée au procès-verbal, dit-elle tranquillement. Bien qu'il n'annule pas la loi telle qu'elle est écrite, il ajoute « perspective ». L'Anglais semblait prêt à s'opposer à nouveau, mais il ne l'a pas fait. L'énergie de la salle d'audience a changé. Le public, qui n'était autrefois que des observateurs, se sentait maintenant comme des participants silencieux à quelque chose de plus grand que la procédure. Billy se retourna et retourna à sa place. Dans ses mains, il y avait encore la Constitution, mais maintenant aussi la contradiction. Pendant la récréation, un journaliste l'a rattrapé dans le couloir. « Billy, as-tu l'impression de gagner ?» Elle lui lança un regard qui n'était ni suffisant ni vaincu. Il ne s'agit pas de gagner. Il s'agit de se réveiller. Il cligna des yeux. À quoi? À l'idée, dit-elle, que la vérité et le volume n'arrivent pas toujours dans la même phrase. Elle poussa la porte de la salle d'audience et disparut derrière elle. De retour à l'intérieur, un greffier glissa une note à l'ordre du juge Caldwell. On pouvait y lire, le sentiment social autour du procès a atteint des sommets. Les manifestations menées par des jeunes se multiplient dans 12 villes. Tout est paisible. Caldwell plia le papier et le glissa sous sa chemise.
Pour la première fois depuis le début du procès, elle murmura à voix haute, non pas à la cour, mais à elle-même. Nous ne nous contentons pas de la juger. Elle tapota une fois sur son stylo. Nous sommes aussi jugés. La matinée du 5e jour a recommencé par le silence, mais cette fois-ci, c'était stratégique. Pas de foule qui chante. Pas de musique. Juste des milliers de jeunes assis sur les marches du palais de justice, la bouche recouverte de rubans adhésifs noirs avec un mot écrit en travers, « Parlez ». À l'intérieur, l'air était serré par l'anticipation. Billy s'assit tranquillement, griffonnant quelque chose dans son cahier, tandis que l'Anglais se préparait à présenter ce qu'il appela « la preuve la plus critique à ce jour ». La juge entra, la robe impeccable, les yeux scrutant la pièce comme si elle se préparait à un changement de ton. « Votre honneur », a commencé l'Anglais, « nous présentons maintenant des communications entre Madame Elish et plusieurs organisations non gouvernementales, dans lesquelles elle ne se contente pas de prôner la désobéissance civile, mais aide à la coordonner. » Il cliqua sur une télécommande. Les écrans se sont éclairés par des chaînes de mai, des journaux Discord et même de courts messages vidéo que Billy avait enregistrés pour des groupes de protestation à l'étranger. Ce n'est pas une simple expression, a déclaré l'Anglais, la voix s'élevant. C'est de la mobilisation. C'est de la subversion. Et cela, il a montré une transcription, est international. La salle d'audience bourdonnait. Les yeux de Caldwell se fixent sur Billy. Est-ce exact? Billy se leva. Oui, a-t-elle dit. Je parle avec des militants. Je soutiens ceux qui résistent pacifiquement. Je crois en la solidarité mondiale. Aignez-vous avoir aidé à organiser toute forme de trouble? J'ai aidé à organiser la sensibilisation, a-t-elle répondu. Si cela provoque des troubles, ce n'est peut-être pas la prise de conscience qui est le problème. L'Anglais s'avança. La loi ne protège pas ceux qui inspirent des actions qui perturbent l'ordre public. Mais qui définit la perturbation? Demanda Billy, la voix ferme maintenant. Toi? Me? Ou les gens qui y vivent? Il y avait un remue-ménage au fond de la salle. Un journaliste du New York Times venait de recevoir une alerte de dernière minute. Il chuchota à son collègue. Puis un autre bourdonnement, les téléphones s'allument dans des poches à travers le public. Le juge Caldwell l'a remarqué. Y a-t-il quelque chose qui se passe? L'employé s'approcha d'elle en chuchotant. Elle hocha la tête solennellement. Madame Elish, a-t-elle dit, vous voudrez peut-être savoir que votre message a résonné. Une diffusion en direct venait de commencer à Washington Square Park. Des dizaines de milliers de personnes s'étaient rassemblées. Étudiants, artistes, enseignants, infirmières. Et ils faisaient exactement ce que Billy avait dit une fois dans son clip viral. Ils restèrent silencieux. Mais présents. Un seul écran projetait son visage à partir de discours passés. Pas de son. Juste de la présence. L'Anglais s'est assis, dégonflé. La juge a tapoté son marteau. Nous reprendrons cet après-midi. Le tribunal est ajourné pour l'instant. Alors que les gens sortaient, une jeune fille d'accent grave peine 12 ans s'approcha de Billy, les larmes aux yeux. Elle lui tendit un morceau de papier. C'était un dessin. Billy, debout sur une scène, la bouche couverte par du ruban adhésif. Au-dessus de sa tête, même si vous la faites taire? Nous l'avons entendu. La main de Billy trembla légèrement lorsqu'elle plia le dessin et le glissa dans son cahier. Elle sortit dans la lumière. La foule silencieuse se divisa pour elle comme de l'eau. Quelque part au loin, une guitare jouait 2 accords simples. Pas de mots. Juste de la musique. Mais cette fois, le silence chantait. Cet après-midi-là, le palais de justice ressemblait moins à un bâtiment qu'à une horloge qui tourne. Tout le monde le sentait où l'affaire ne concernait plus seulement Billy. Il s'agissait de ce que la salle d'audience représentait et de ce qu'elle pourrait ne pas défendre. Le juge Caldwell a ouvert la séance sur un ton calme et délibéré. Avant de continuer, j'ai demandé à un historien constitutionnel de témoigner. C'est une démarche inhabituelle, mais le contexte l'exige aujourd'hui. L'Anglais avait l'air pris au dépourvu. Votre honneur, je m'y oppose, il ne s'agit pas d'une audience de révision constitutionnelle. C'est un procès qui implique maintenant un sens constitutionnel, a rétorqué Caldwell. À moins que vous n'ayez l'intention de poursuivre l'ensemble du premier amendement, M. L'Anglais, vous vous assiérez et écouterez. C'est là qu'entre en scène le docteur Evelyn Chambers, une femme calme, aux cheveux argentés et aux yeux d'acier. Elle s'approcha du stand, étala un épais dossier et ajusta ses lunettes. Docteur Chambers, a dit Caldwell, vous avez examiné les accusations portées contre Madame Elish. Quelle est votre opinion d'expert? Chambers jeta un coup d'œil à Billy, puis commença. La Patriot Speech Limitation Act est une exception législative. Son ambiguïté permet une application sélective, souvent contre les voix dissidentes. Historiquement, des lois comme celle-ci font surface en période de peur, d'après-guerre, d'attaque, d'après-crise.
Ils font rarement l'objet d'un examen minutieux sous la lumière de la loi. Elle s'arrêta. Le discours en question est passionné, inconfortable et impopulaire dans certains milieux. Mais ce n'est pas illégal. Au contraire, c'est la quintessence de l'Amérique. Des halètements résonnèrent. L'Anglais resta debout, s'agrippant à n'importe quoi. Mais n'est-il pas dangereux de permettre à des célébrités d'avoir une telle influence incontrôlée? Chambers sourit doucement. L'influence n'est pas un crime. L'influence sans responsabilité pourrait l'être. Mais l'obligation de rendre des comptes doit être juridique et non politique. Et ce que Madame Eilish a fait, à la base, c'est d'utiliser un microphone, pas un molotov. Les yeux de Billy se fixèrent sur ceux de Chambers. C'était la première fois qu'elle voyait quelqu'un d'en dehors de sa génération l'obtenir. L'Anglais s'est approché de la tribune avec désespoir. Docteur Chambers, êtes-vous en train de dire que la loi elle-même est inconstitutionnelle? Je suggère, dit-elle calmement, que lorsque les lois sont utilisées non pas pour protéger les citoyens, mais pour les réduire au silence, elles ont déjà échoué dans leur objectif constitutionnel. Caldwell expira profondément, comme si les mots avaient atterri lourdement dans sa poitrine. Le juge se tourna vers Billy. Vous êtes restée remarquablement calme, Madame Eilish. Je suppose que vous avez préparé quelque chose pour votre déclaration finale? Billy hocha la tête. Elle se leva, marcha lentement vers le centre de la salle d'audience et déplia une seule feuille de papier. Il ne s'agit pas seulement de moi, a-t-elle commencé. Il s'agit de chaque élève qui a peur de s'exprimer, de chaque artiste à qui l'on dit de diluer sa vision, de chaque enseignant qui est forcé de sauter des chapitres de l'histoire. Il s'agit de l'érosion de la confiance dans les outils même censés protéger l'expression. Elle leva le papier. Ceci est une page d'un manuel interdit. Il décrit la fusillade de Kent State, où des étudiants ont été tués pour avoir manifesté pacifiquement. Je le porte parce que l'histoire se répète. À moins que quelqu'un ne fasse du bruit quand il essaie de chuchoter son retour. Elle plia la page et la plaça à côté de la Constitution sur la table d'épreuve. Je m'arrête là. Pas d'autres questions. Pas de répliques. La salle d'audience est restée suspendue dans le temps. Et pour la première fois, le juge Caldwell n'a pas ajourné la session avec un marteau. Elle a simplement dit, nous nous réunirons à nouveau demain. Mais je soupçonne que l'histoire l'a déjà fait. Dehors, la foule était à nouveau silencieuse. Mais le silence n'était plus ressenti comme une reddition. J'avais l'impression d'attendre, que l'histoire choisisse un camp. Le dernier jour est arrivé comme une tempête tranquille, un ciel gris, une bruine douce et une salle d'audience bourdonnante d'électricité contenue. Billy se tenait dans le couloir avant d'entrer dans la salle d'audience, flanqué non pas d'avocats, mais de sa mère et de son frère aîné, Phinéas. Personne n'a parlé. Il n'en avait pas besoin. Le poids de ce qui allait arriver avait éclipsé le langage lui-même. À l'intérieur, la foule avait grandi. Même d'anciens opposants politiques s'étaient présentés, certains déguisés. Des étudiants s'agrippaient à des pancartes en carton mouillé à l'extérieur des fenêtres, verdict ou voix? Le juge Caldwell entra sans cérémonie. Elle ne leva pas les yeux alors qu'elle triait les derniers papiers devant elle. L'employé s'est penché pour murmurer quelque chose. Nous sommes prêts à aller de l'avant, a déclaré M. Caldwell. L'Anglais resta assis. Son visage était pâle, les mains serrant sa plume assez fort pour laisser des bosses. Madame Eilish, a commencé le juge, avant de faire ma déclaration finale, y a-t-il autre chose que vous souhaitez dire? Billy se leva lentement. Elle s'est approchée de l'estrade, non pas avec feu, mais avec immobilité. Je sais qu'on m'a traité de beaucoup de choses dans cette salle d'audience, a-t-elle commencé. Une menace, un instigateur, un manipulateur. Mais ce que je suis, est un miroir. Si le système a peur de ce qu'il voit en moi, ce n'est peut-être pas moi qui dois changer. La salle d'audience était silencieuse. Les mots comptent, a-t-elle poursuivi. Mais lorsque les lois transforment les mots en armes, ce n'est pas la parole qui est dangereuse. C'est le silence. C'est pourquoi j'ai continué à parler. Elle recula. Pas de drame. Juste la vérité. Le juge Caldwell a hoché la tête. Elle s'est tournée vers le banc des jurés. 12 hommes et femmes qui avaient reçu l'ordre de ne pas laisser la passion l'emporter sur les principes. 12 personnes qui venaient de regarder non pas un criminel, mais un citoyen, se tenir impassible dans la tempête. Le jury peut maintenant rendre sa décision. Le contremaître se leva. Nous trouvons que l'accusé, Billy Eilish, non coupable de tous les chefs d'accusation. Des halètements éclatèrent. Puis une chose étrange s'est produite. Le juge a souri. Non pas par approbation, mais par quelque chose de plus profond. Relief. Ce tribunal est ajourné, a-t-elle dit en tapotant son marteau. Les journalistes se sont mis en mouvement. Les obturateurs des appareils photo ont cliqué comme des coups de feu. Mais Billy est resté là. Encore. Silencieux. Une tempête en elle-même.
À l'extérieur du palais de justice, la foule a reçu la nouvelle. Mais aucune acclamation ne s'est élevée. Pas de chant. Au lieu de cela, en toute synchronisation, tout le monde s'est assis. Dans un silence total. Et de l'intérieur de la mer de corps, une silhouette se tenait d'une jeune fille tenant une pancarte. Cette fois, nous avons parlé. Plus tard dans la soirée, le hashtag #WeSpokeNowYouListen fait le tour du monde. Billy retourna à son hôtel, épuisé au-delà de toute mesure. Sur son lit, il y avait une note. C'était écrit à la main, non signé. On pouvait y lire : « Vous n'avez pas gagné l'affaire. Vous nous avez rappelé pourquoi nous les combattons. » Elle plia le papier. Le monde avait changé, mais tranquillement. Pas avec fracas. Avec un murmure qui refusait de mourir. 3 jours s'étaient écoulés depuis le verdict. Billy pensait que la liberté serait comme la lumière du soleil. Au lieu de cela, c'était comme du verre, transparent, froid et prêt à se briser. Les rues étaient calmes, trop calmes. Non pas du calme, mais de la surveillance. Sa chambre d'hôtel était maintenant une cellule de surveillance. Des agents en civil flânaient dans le hall, faisant semblant de lire les journaux. Son manager a reçu un appel anonyme, dis à ta cliente de se taire. Le prochain procès ne sera pas aussi poli. Les gros titres se sont retournés comme des pièces de monnaie. Certains disaient « Billie Eilish, défenseur de la démocratie ». Autres, une pop star manipule la cour avec l'influence d'une célébrité. La nation était divisée. Billie était assise dans un petit studio, quelque part à la périphérie de Washington, regardant une audience du Sénat sur son procès. Un membre du Congrès l'a qualifié de « précédent dangereux ». Un autre l'a qualifié de « rappel nécessaire ». Les deux sont passés à côté de l'essentiel. Elle a éteint la télévision. On frappe à la porte. C'était Nadia, son assistante de longue date, tenant une petite boîte. « C'est venu pour vous. » Pas d'expéditeur, pas d'adresse de retour. Billy l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, enveloppée dans du parchemin uni, se trouvait une seule microcassette. Une note y a été enregistrée. Ils n'ont pas peur de vous. Ils ont peur de ce qui se passe si les autres cessent d'avoir peur aussi. Sous le message, un acronyme, PSL. Ligue de discours public. Un groupe de défense des libertés civiles aujourd'hui disparu qui avait disparu il y a 10 ans après une répression politique. Beaucoup pensaient qu'il avait été entièrement démantelé. Billy regarda la cassette. « Vous savez ce que c'est » a demandé Nadia. « C'est soit un piège, soit une torche » a répondu Billy. Elle glissa la cassette dans un vieil enregistreur que Nadia avait sorti de son entrepôt. De l'électricité statique emplit la pièce, puis une voix se fit entendre. « Mal. Régulier. Expérimenté. Si vous entendez cela, cela signifie que le premier procès s'est terminé. Mais il y en aura une seconde. Pas contre vous, contre l'idée que vous vous faites. Le système ne craint pas les martyrs. Il craint l'élan. » La voix énumérait les liens cryptés, les adresses des serveurs, les instructions pour une communication sécurisée. Une nouvelle infrastructure de résistance. Nadia avait l'air stupéfaite. Est-ce que, comme un mouvement underground ? Billy n'a pas répondu. Elle prenait déjà des notes. La réaction avait commencé, non seulement de la part des médias ou du gouvernement, mais aussi des lois qui prétendaient la protéger. Et pourtant, le feu ne s'était pas éteint. Il s'était propagé sous terre. Plus tard dans la nuit, Billy a tweeté une phrase. « S'ils nous regardent toujours, cela signifie que nous gagnons toujours. » Le message a reçu 19 millions de retweets en 12 heures. Mais ce n'était pas la partie la plus choquante. La partie la plus choquante était de savoir qu'il y aurait envoyé un message ensuite. Un juge fédéral. Le texte se lisait simplement comme suit. « Rencontrez-moi. Pas de téléphone. Pas de presse. Demain. 19 heures. Mémorial Lincoln. » Le système n'avait pas fini de se battre. Mais Billy non plus. La nuit, le Lincoln Memorial ressemblait à un fantôme de la démocratie, solennel, vaste, résonnant du poids des promesses tacites. Billy est arrivée juste avant 19 heures. Elle portait un simple sweat à capuche, un jean noir, sans maquillage. Une capuche assombrissait son visage alors qu'elle montait les marches de marbre, seule mais regardant sous tous les angles. Une silhouette se tenait sous la statue assise de Lincoln. La femme se retourna. Plus âgée, trench-coat noir, écharpe grise cachée sous son col. Pas de balise nominative. Mais Billy l'a reconnue. Juge Eleanor Marks. Elle avait déjà été présélectionnée pour la Cour suprême. Au lieu de cela, elle a disparu de la vie publique après avoir refusé de signer un projet de loi de surveillance très médiatisé. « Je n'ai pas longtemps », a déclaré Marks. Sa voix était ferme mais pas méchante. « Il me regarde aussi. »« Alors pourquoi venir ?» demanda Billy. « Parce que le système ne survit que si les bonnes personnes se taisent. »« Et toi ?
Vous avez forcé beaucoup d'entre nous à faire un choix. Le juge Marks a remis à Billy une enveloppe en papier manille. Pas de traces numériques. Ce n'est pas une preuve. C'est de l'histoire. Billy l'ouvrit lentement. À l'intérieur, des photocopies de notes de service interne, des courriels et des procès-verbaux de réunions gouvernementales confidentielles. Tous discutaient de son procès, avant même qu'il ne commence. Ils ont planifié votre poursuite 6 mois avant votre discours, a chuchoté Marks. Ce n'était pas à propos de ce que vous avez dit. Il s'agissait de s'assurer que personne d'autre n'essaie de le dire. Les mains de Billy tremblaient légèrement. Vous voulez que je divulgue cela? A-t-elle demandé. Non. Je veux que vous compreniez que vous n'avez jamais été jugé. Le premier amendement l'était. Un long silence s'est écoulé. Puis Billy a demandé, pourquoi moi? Parce que votre voix n'est pas accompagnée d'un logo de parti. Parce qu'il pensait que vous alliez vous casser quand on vous poussait. Et parce que vous ne l'avez pas fait. Elle se retourna pour partir. Billy l'a appelé, que se passe-t-il maintenant? Mark s'arrêta. Maintenant? Elle expira. Maintenant, ils resserrent leur emprise. Et maintenant, c'est vous qui décidez comment le desserrer. Le juge se fondit à nouveau dans l'ombre, avalé par les piliers. Billy rentra seule à la maison. Cette nuit-là, elle a scanné chaque page. Elle ne les a pas publiées. Pas encore. Au lieu de cela, elle a fait quelque chose de plus dangereux. Elle a enregistré un podcast anonyme, crypté et brut. Dans celui-ci, elle n'a pas nommé de nom. Elle n'a pas accusé. Elle a raconté une histoire. Son histoire. Il voyageait tranquillement, passait de téléphone en téléphone comme un secret chuchoté. En 48 heures, il a atteint plus de 70 pays. Le podcast s'est terminé par ces mots. Si votre voix tremble quand vous parlez, vous n'êtes pas faible. Vous êtes humain. Et ils n'ont pas peur de la perfection, ils craignent la preuve que nous nous soucions toujours d'eux. Quelque part au plus profond d'une agence fédérale, un analyste a mis le dossier en pause. Il a cliqué sur « Replay ». Puis il a sorti son téléphone. Et j'ai appuyé sur « Enregistrer ». La révolution n'était pas télévisée. C'était d'être entendu. 1 an plus tard. Pas de frais. Pas d'autres procès. Pas d'excuses publiques. Mais le silence lui-même était révélateur. Dans les mois qui ont suivi son podcast Underground, quelque chose a changé, non pas au sein du gouvernement, mais au sein de la population. En Turquie, une jeune fille d'Ankara a cité les derniers mots de Billy lors d'une manifestation étudiante. À Séoul, des étudiants ont peint à la bombe, ils craignent l'élan, sur les marches du ministère de la Justice. Au Nigeria, des lycéens ont utilisé la voix off de Billy dans une campagne TikTok pour protester contre les fermetures d'écoles. Sa voix était devenue la voix de tout le monde. Et pourtant, Billy a disparu de la scène. Elle a annulé sa tournée. Elle évitait les caméras. Elle a écrit, mais n'a pas publié. Elle ne se cachait pas, elle couvait simplement. Puis vint l'audience. Un forum international annuel qui se tient à La Haye, destiné à mettre en lumière les menaces qui pèsent sur la démocratie. Personne ne s'attendait à ce que Billy y assiste. Mais elle ne s'est pas contentée d'y assister. Elle a organisé la performance finale. Les lumières se sont éteintes. Pas d'introduction. Pas d'hymne. Au lieu de cela, une par une, 10 filles de 10 pays différents sont montées sur scène. Chacun portait du noir. Chacun tenait une page. Ils ont lu son histoire. Ligne par ligne. Langue par langue. Déchirure par larme. Pas en tant que fan. Pas en tant qu'activiste. Mais en tant que témoin. Billy s'est assise au premier rang, des larmes se formant mais ne tombant jamais. Quand la dernière fille a terminé, il n'y a pas eu d'applaudissements. Juste un silence si profond qu'il semblait sacré. Puis quelqu'un s'est levé. Puis un autre. Une ovation silencieuse balaya la salle. Plus tard dans la soirée, Billy a posté une photo. Ce n'était qu'un mur. Tagué en lettres grasses, le système est plus bruyant. Soyez encore plus fort. Pas de légende. Pas de hashtag. C'est devenu viral en 15 minutes. Les gouvernements se sont empressés de la discréditer. Les médias ont débattu de son héritage. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Parce que quelque part, dans un village, une ville ou une salle de classe, quelqu'un a entendu sa voix. Et ont trouvé le leur.